Merci, monsieur le directeur général, d'avoir accepté notre invitation. Ce qui m'intéresse, moi, personnellement, c'est la complémentarité donc, entre la chaleur et les autres formes d'énergie, notamment l'électricité. Et pour moi, Dalkia, c'était d'abord le thermique. Donc, pour moi, c'était les réseaux de chaleur. Et dans les projections d'équilibre des énergies, nous pensons qu'à l'horizon 2050, l'électricité devrait représenter plus de la moitié des usages de l'énergie. Mais il reste une grande partie, et dans cette grande partie, la chaleur allait jouer un rôle important. Donc vous allez nous expliquer cette complémentarité entre la chaleur et l'électricité, et la façon dont Dalkia, donc, au départ plutôt spécialisée dans le thermique, les réseaux de chaleur, etc., est devenue progressivement une organisation maintenant qui coche toutes les cases des services énergétiques et notamment aux collectivités. Donc, dites-nous comment ça fonctionne. C'est-à-dire que vous m'avez dit un jour, bon voilà, c'est très simple, on commence par voir les collectivités, le client potentiel, et on regarde quelles sont les sources d'énergie disponibles sur le territoire. Mais alors, comment vous faites ça ? Comment on fait ça ? C'est-à-dire qu'il y a une phase de diagnostic, finalement, parce que la volonté de Dalkia, vous l'avez souligné, c'est d'aborder tous les thèmes, tous les volets, on va dire, énergétiques, l'énergie thermique, l'énergie électrique. Ça, c'est important de travailler tous ces sujets en termes d'efficacité énergétique et en termes de décarbonation. Et donc, Dalkia a souhaité développer une filiale de génie électrique parce que l'électricité est un vecteur majeur de décarbonation aujourd'hui en France. On a une électricité bas carbone. On a une électricité qui nous permet d'intégrer massivement des énergies renouvelables et puis qui nous permet aussi de distribuer facilement cette énergie sur différents points d'usage du territoire. Et donc ça va générer des services d'efficacité énergétique, des travaux, et donc Dalkia, EDF, a besoin de se positionner sur ces activités. Alors pour répondre à votre question, quand on fait un diagnostic du territoire, en fait on regarde déjà que consomme le territoire. Le territoire consomme, on va dire, 45% d'énergie dans le résidentiel, dans le tertiaire, 40% d'énergie dans les transports et une dizaine de pourcents d'énergie dans l'industrie. Donc ça, c'est déjà la première. Le territoire, c'est quoi alors ? Le territoire, c'est la collectivité, le département, ou ça peut être la région. Donc après, chaque région fait un schéma directeur régional d'action d'efficacité énergétique et de décarbonation, le SRADET. Et puis après, c'est décliné à une maille territoriale plus fine. Donc, dans ces territoires, la consommation d'énergie, 55% de la consommation d'énergie est produite dans le territoire. Donc ça veut dire que le territoire a un enjeu majeur dans sa politique de décarbonation. Donc on part de ce postulat. 55% donc, de l'énergie du territoire est produite sur le territoire même. Tout à fait. Mais alors comment ça se fait qu'en France, on a quand même 60% de l'énergie, c'est du pétrole importé. Alors ça ne se retrouve pas dans les territoires, ça ? Pas forcément sur les territoires. Ça se retrouve quand même malgré tout sur les territoires. Mais ça se retrouve dans le transport automobile, le transport lourd, les bus, les camions, et puis également dans le chauffage collectif avec les chaudières gaz, les chaudières fuel qu'on peut retrouver sur les territoires. Fuel plutôt dans un milieu non urbain, et puis gaz dans un milieu urbain. Donc, partant de ce postulat, notre objectif quand on démarche des collectivités, c'est d'identifier finalement quelles sont les énergies disponibles sur le territoire. Et là, il y en a un certain nombre qui s'offrent à nous et qu'il faut qu'on exploite, qu'on valorise. Donc, quand on parle d'énergie du territoire, un territoire peut avoir de la biomasse à travers ses forêts, peut avoir des usines de valorisation des déchets. Et là, il y en a 150 ou 130 en France, de mémoire. Un territoire peut avoir de la géothermie, plus ou moins profonde. Un territoire a de l'électricité bas carbone, ça de facto, puisque c'est un service public obligatoire. Et puis un territoire peut avoir des éoliennes et du solaire. Donc vous voyez, il y a une multiplicité d'énergies, en fait, qui sont disponibles sur le territoire et qui ne sont pas forcément valorisées. Votre diagnostic reprend totalement ce qui est fait par d'autres conseils, éventuellement, d'autres professionnels, avec les élus d'un territoire ou d'une région. Mais quand vous arrivez et que vous apercevez éventuellement que ce n'est pas tout à fait exact ou qu'il y a peut-être une manière de faire différente ou plus économe, vous pouvez
persuader en quelque sorte les élus qu'il y avait peut-être une autre manière de faire? Je pense que plus on est nombreux à réfléchir à de bonnes solutions, et les solutions sont multiples et sont complexes aujourd'hui, et finalement, meilleure sera la solution pour le territoire, je pense. Donc nous, en tant que... on est concepteurs de solutions, réalisateurs, puisqu'on fait des travaux, et on opère, donc on gère, on assure la conduite, et on garantit la performance des installations. Quand on parle de performance et de la disponibilité, c'est un mix énergétique, et puis ça peut être également des engagements d'efficacité énergétique, donc de baisse de consommation. Donc avec cette casquette, multicasquette, concepteur, réalisateur, exploitant, qui garantit la performance, on a forcément un mot à dire. Et on vient compléter des études qui ont pu être opérées par des acteurs externes à notre groupe, oui, effectivement. Est-ce que vous pouvez alors, est-ce qu'on peut repartir, peut-être ça va vous paraître un peu restreint par rapport à vos nouveaux métiers, hein, qui sont beaucoup plus divers. C'est le réseau de chaleur, de la chaleur. Bon, on a besoin d'exploiter le plus possible toutes les sources de chaleur renouvelables disponibles sur le territoire. C'était un peu le cœur de métier historique donc de Dalkia. Est-ce que ça continue? Je veux dire, est-ce que vous allez continuer à développer les réseaux de chaleur? Comment ça fonctionne, ça, dans votre métier? Le groupe Dalkia et toute la profession va continuer à développer massivement les réseaux de chaleur. Parce que dans les différents plans d'action qui sont mis en place aujourd'hui par l'État, on prévoit de créer 1400 réseaux de chaleur dans les 10 prochaines années. Pourquoi? Parce que le réseau de chaleur, c'est un outil local qui permet de véhiculer massivement la chaleur renouvelable locale. Donc ça peut être de la biomasse, de la géothermie ou de la récupération de l'énergie récupérée sur des process industriels, sur des usines d'incinération ou sur des data centers. Donc c'est un bon vecteur pour transporter la chaleur renouvelable et la diffuser au plus grand nombre sur un territoire. Donc oui, on va continuer à développer les réseaux de chaleur. Les 1400 réseaux de chaleur, c'est un programme d'une trentaine de milliards d'euros d'investissement. Alors c'est une question importante parce qu'évidemment, il y a à la fois le côté, un réseau de chaleur, maintenant la législation dit, si votre réseau de chaleur est vertueux, c'est-à-dire s'il y a une majorité de renouvelables à l'origine de la chaleur, et si les bâtiments consomment une certaine quantité d'énergie, le raccordement est obligatoire. Et en même temps, vous êtes dans une situation où vous êtes en concurrence avec d'autres formes de production et d'usage de l'énergie dans les bâtiments. Comment ça fonctionne, ça, cette espèce de part entre la concurrence privée et l'obligation réglementaire? Comme vous l'avez dit, pour que le réseau soit classé, il faut qu'il y ait, déjà, c'est une demande de la collectivité, il faut qu'il y ait plus de 50% d'énergie renouvelable sur le réseau. Donc un réseau en énergie fossile ne peut être classé. Après, les obligations de raccordement, elles concernent les nouveaux bâtiments. Bien évidemment, dans ce cas de figure, on considère, la loi considère qu'il est préférable de se raccorder à un réseau de chauffage urbain qui dispose d'énergie renouvelable plutôt que d'aller brûler du gaz dans une chaudière, parce que ça émettrait forcément du CO2. Donc, comment on fonctionne? Donc, dans le cadre de classement de réseau, il y a une obligation pour les bâtiments neufs de se raccorder au réseau de chaleur. Il y a une obligation également, quand on renouvelle du matériel, d'étudier la conversion au réseau de chauffage urbain pour un bâtiment existant dans le cadre de classement. Maintenant, il y a peu de réseaux qui sont classés en France aujourd'hui. Donc on est sur le marché privé. Et sur le marché privé, c'est la loi du marché qui s'opère. Jusqu'à maintenant, donc on engage les démarches commerciales. Jusque maintenant, on va dire, il y avait la valeur économique de la facture énergétique était plus forte que la valeur environnementale du réseau de chaleur. Donc il nous était difficile, dans certains cas de figure, d'aller positionner du réseau de chaleur face à du gaz parce que certains acteurs étaient encore réfractaires voilà, sur le volet environnemental. Parce que ça coûte cher de faire un réseau de chaleur. Non, non. Il faut quand même enterrer, il faut mettre les tuyaux, etc. Oui, mais c'est... alors déjà, ce sont des investissements qui s'opèrent et qui sont amortis sur une longue durée. Donc
On fait ça généralement dans le cadre de délégation de service public. Donc c'est la collectivité qui organise le service, qui le délègue à un délégataire comme Dalkia. Et puis derrière, on va raccorder les abonnés et le délégataire opère le service à ses risques et périls et il se rémunère sur la facture énergétique des abonnés. Et donc vous dites qu'aujourd'hui, la valeur écologique, la valeur environnementale commence à prendre de l'importance. Mais je vais déjà répondre sur la question du prix, si vous me permettez. Sur la question du prix, on a, sur les réseaux de chaleur, on a un investissement qu'on peut amortir sur la durée. Et aujourd'hui, quand on valorise des énergies renouvelables comme la biomasse, la géothermie, la chaleur de récupération, on a des énergies dont le prix est indépendant de la volatilité du prix des énergies fossiles. Donc on a un prix qui est stable dans le temps. Une géothermie qu'on a pu développer il y a 10 ans, il y a beaucoup d'amortissement dans le prix de la chaleur, c'est ce qu'on appelle l'abonnement. L'abonnement, il est quasiment stable, il y a un tout petit peu d'inflation liée à la main-d'œuvre, mais sinon il est stable, il n'y a pas de volatilité liée à l'évolution du gaz ou du pétrole. Et puis après, votre énergie géothermique, elle est au détail près de l'électricité pour faire tourner les pompes, et elle est stable dans le temps. Donc finalement, on a un réseau qui est compétitif et qui est stable, dont le prix est stable dans le temps. Donc on arrive à bien se positionner par rapport au gaz et aux énergies fossiles. Alors il s'avère que la grande chance qu'on a aujourd'hui, c'est que le prix du gaz a explosé ces dernières années. Ces 2 dernières années, le prix du gaz a été multiplié par 2 ou par 3. Quand je dis on, c'est l'ensemble des usagers du gaz sont protégés par le bouclier tarifaire, mais malgré ça, je pense que toute personne qui a du gaz à la maison peut constater une très forte explosion de sa facture. Donc ça, avec les réseaux de chaleur, on a évité justement cette explosion importante de la facture énergétique. Mais il paraît quand même que le prix du bois a augmenté aussi. Le prix du bois a augmenté, mais pas dans les mêmes proportions que le prix du gaz. Ma question précédente, là, c'était, vous dites aujourd'hui que la valeur environnementale du réseau de chaleur commence à peser maintenant dans les décisions des collectivités sans doute et des particuliers. Alors dans les collectivités, je dirais qu'elle a toujours pesé. Mais si je fais le parallèle avec ce qu'on a rencontré dans les années, le pic pétrolier des années 70. Ce pic pétrolier a eu pour conséquence le développement des premières géothermies, par exemple en Île-de-France. Le Doguer, voilà, on allait chercher de la géothermie à 2000 mètres de profondeur. Et ça nous permettait d'avoir un prix d'énergie compétitif par rapport au gaz. Et puis on pensait à cette époque-là que le gaz allait durablement augmenter ou allait être maintenu à un prix durablement élevé. Et puis c'est l'effet inverse, c'est le scénario inverse qui s'est opéré. Le gaz a chuté et finalement, sur les 55 géothermies qui avaient été développées en Île-de-France, je prends toujours cet exemple parce qu'il est assez significatif, sur les 55 géothermies, il y en a un certain nombre qui ont été fermées. Et c'est le préfet Brosse, d'ailleurs l'arrêté Brosse, qui a sauvé quelques géothermies parce que les géothermies n'étaient pas compétitives par rapport au gaz à cette époque. Donc là, on était dans un schéma où finalement, l'ENR prenait moins de place que le prix de la facture énergétique. Aujourd'hui, ce qui change, c'est qu'on est dans un contexte d'inflation forte des prix des énergies fossiles, mais aussi, il y a une conscience climatique qui est en train de s'opérer chez tout le monde. On le voit, il y a eu des événements climatiques, des incendies, des cataclysmes relativement importants, et on voit ces derniers temps que cette prise de conscience climatique est de plus en plus forte. Donc, finalement, on imagine quand même que les solutions de chaleur renouvelable qu'on opère aujourd'hui, qu'on développe aujourd'hui, elles vont s'inscrire dans la durée, grâce à cette conscience écologique. Et puis on a aussi des phénomènes de taxation du carbone qui viennent aussi... Taxation timide. Oui, mais il y a quand même une taxe carbone qui surenchérit la facture énergétique quand on consomme des énergies fossiles. Et cette facture énergétique... finalement, avec la taxe carbone, elle restera toujours à un niveau plus élevé que des énergies renouvelables. Mais je pense que si on veut vraiment décarboner le territoire, il faut qu'on utilise ces énergies renouvelables locales, ça c'est très important, et il faut qu'on crée les conditions pour valoriser ces énergies renouvelables. Donc, je crois que, si je peux compléter, mais je vous disais, les réseaux de chaleur, c'est
on prévoit, la profession prévoit, et puis l'État prévoit le développement de 1400 réseaux de chaleur, et ça pèse à peu près 30 milliards. Quand on regarde le coût du bouclier tarifaire aujourd'hui, c'est un coût one-shot. C'est plusieurs dizaines de milliards d'euros, le coût pour l'État du bouclier tarifaire. Donc, d'un côté, on fait un coût one-shot à plusieurs milliards d'euros pour abaisser la facture énergétique. Quand vous dites one-shot, c'est aujourd'hui. Mais si on le refait l'année prochaine, ça sera à nouveau plusieurs dizaines de milliards d'euros. Donc ce sera tout shot. Par contre, ça sera tout shot. Non mais je vous dis one-shot, c'est one-shot mais non pérenne pour la facture énergétique et pour la précarité énergétique. Par contre, le réseau de chaleur, vous investissez ces 30 milliards aujourd'hui pour créer 1400 réseaux et c'est bénéfique pour 30 ans. Oui, tout à fait. Donc vous allez, quand vous êtes dans un système donc concurrentiel, que vous avez un réseau de chaleur installé, ou en tous les cas quasi terminé, vous allez voir ensuite non seulement les élus, mais même directement le syndic d'un immeuble pour éventuellement dire je propose ça. Oui. Tout à fait, on va voir les syndics, les bailleurs sociaux, on va leur présenter nos solutions. Et on leur présente un livret d'abonnés, généralement, dans lequel on présente le service, les conditions d'accès au service, les vertus du réseau de chauffage urbain, pour leur donner aussi envie de se raccorder au chauffage urbain. Le contrat que vous proposez, c'est ce que vous avez appelé le contrat de performance énergétique. Vous garantissez ensuite, vous vous occupez de la maintenance. Ça dure combien de temps? Ce sont des contrats sur combien de temps? Ça, c'est le deuxième volet. Oui. Le premier volet, quand on veut décarboner, c'est décarboner les énergies qui rentrent dans le bâtiment. Donc ça, on utilise le réseau de chaleur, où on peut électrifier les usages, parce qu'aujourd'hui, la filiale dont je m'occupe a pour objectif d'accompagner les clients dans l'électrification des usages, et on a la chance de profiter de l'énergie bas carbone, enfin de l'électricité bas carbone en France. Donc ça, c'est un point très fort. Donc on décarbone les énergies, ça c'est le premier volet, et le deuxième volet, c'est on baisse la demande dans les bâtiments. Mais alors, par exemple, résidentiels, tertiaires, mais c'est deux actions différentes. Quand vous avez le choix entre l'utilisation d'un réseau de chaleur et l'électrification du chauffage, vous choisissez quoi? Quand on peut valoriser au maximum la chaleur renouvelable par un réseau de chaleur, on favorise le réseau de chaleur plutôt que du chauffage électrique, évidemment. C'est-à-dire que maintenant, il y a la pompe à chaleur. Il y a les pompes à chaleur, voilà. Et la pompe à chaleur, elle doit aussi vous être utile dans les réseaux de chaleur, puisqu'il y a des réseaux de chaleur dont la chaleur à relativement basse température est dopée par tout à fait. Des pompes à chaleur. Donc le métier se transforme, quoi. La pompe à chaleur. Aujourd'hui, effectivement, on constate dans nos activités, et c'est pour ça que le groupe Dalkia est allé sur le volet électrique, qu'il y a de plus en plus de thématiques de convergence, on va dire, thermique, électrique. Donc c'est vrai que vous parlez de pompe à chaleur à juste titre, qui est une bonne solution, parce qu'une pompe à chaleur, il faut rappeler que quand on injecte 1 kWh d'électricité dans la pompe à chaleur, on peut faire à peu près 4 kWh de chauffage. Et puis si on fait du chauffage et du froid en même temps, on peut faire 8 kWh de chauffage et de froid. C'est pour donner des ordres de grandeur. Et donc, effectivement, utiliser des pompes à chaleur, ça permet d'aller valoriser d'autres énergies renouvelables. On parlait de géothermie tout à l'heure. Il y a des géothermies en fonction de la profondeur de la nappe, qui sont, plus la nappe, on va dire, est profonde, plus l'eau est chaude. Et donc, on peut aller, grâce aux pompes à chaleur, valoriser des nappes à 50 mètres, 70 mètres, dont les températures d'eau sont de l'ordre de 8, 10, 12 degrés. Et la pompe à chaleur va doper la température de cette eau pour alimenter des bâtiments basse température à 45, 50 degrés, enfin des régimes de température dans le bâtiment de 45 à 50 degrés. Donc, la pompe à chaleur, dans ce cas, est très efficace. Après, on a, à plus grande échelle, on a développé par exemple des quartiers de ce qu'on appelle des smart grids thermiques électriques. Donc, déjà, c'est un quartier avec des usages multiples, tertiaires, logement, commerce. Et la multiplicité des usages, elle est bénéfique parce que, déjà, dans un premier temps, quand on fait du froid dans le tertiaire, c'est comme un frigo. Quand vous faites du froid, derrière le frigo, ça génère du chaud. Et ce chaud, on va le réinjecter pour faire de l'eau chaude sanitaire dans les logements. Et vice-versa, quand vous faites du chaud dans les logements, ça génère du froid qu'on va réinjecter en rafraîchissement dans le tertiaire. Sur ce smart grid thermique électrique dont je parle, on a un réseau 4 tubes, on fait du chaud et du froid.
4 tubes. 4 tubes, ouais. Non, mais c'est important. Aller-retour. Ça. Allez, Ok. un tube aller-retour pour le chauffage, un tube aller-retour pour le froid. D'accord. C'est pour ça qu'on l'appelle 4 tubes. C'est un peu technique, pardon. Non, mais c'est bien. Ça nous donne une image de la réalité, donc c'est bien. Voilà. Et on a une pompe à chaleur qui va valoriser les calories de la géothermie. Et cette pompe à chaleur, électriquement, elle est alimentée par de l'énergie solaire issue de panneaux photovoltaïques. Ah, très très bien. Et donc, pour aller plus loin dans l'exercice, donc cette pompe à chaleur, elle fonctionne avec de l'électricité du coup locale, de l'électricité verte qui est produite localement sur cet écoquartier. Et quand il y a plus de soleil que de besoin en chaud ou en froid, on a mis en place des stockages d'eau chaude et d'eau froide, ce qui fait qu'on emmagasine l'énergie solaire, l'énergie électrique solaire, on fait du stockage électrique avec de l'eau chaude, on l'emmagasine dans des ballons d'eau chaude ou d'eau froide, des gros ballons, et puis on la restitue la nuit. Ah, c'est très très bien. Ça se passe où, ça? Ça se passe à Nanterre, Nanterre. c'est à quelques kilomètres d'ici. Ah, très très bien. Dans ce smart, bon, c'est un mot qu'on entend assez souvent maintenant et que ça veut dire numériser, quoi. Et donc, dans vos services, il y a aussi donc l'apport du numérique qui vous permet d'économiser des choses. Mais moi, je me souviens, dans mes jeunes années, oh là là, il y a si longtemps, les réseaux de chaleur, on pensait tout de suite à l'URSS. À l'époque, ça s'appelait l'URSS. Et au fait qu'il y avait des énormes tuyaux partout et les gars, ils n'arrivaient même pas en plein hiver, ils ouvraient les fenêtres tellement il faisait chaud. Et donc la question, c'est est-ce que le numérique, est-ce que vous parvenez maintenant à moduler bien davantage en quelque sorte le service rendu par le réseau de chaleur ou de froid? Alors il faut distinguer deux choses. Il y a le réseau qui produit de l'énergie et après il y a ce qui se passe dans le bâtiment. Disons que ce n'est pas le réseau de chaleur qui est responsable du trop chaud ou trop froid, sauf si le réseau ne fonctionne pas, s'il fait trop froid, le réseau, mais les réseaux fonctionnent. Donc, dans le bâtiment, ce n'est pas le réseau de chaleur qui est responsable de la surchauffe. Dans le bâtiment, je pense qu'il y a un certain nombre d'actions d'efficacité énergétique qu'il faut opérer pour réduire les consommations et gérer, optimiser les températures. Alors là, on entend le plan de sobriété à 10% de baisse de consommation partout. Ce plan, il est réalisable avec des actions simples. Il y a beaucoup d'installations aujourd'hui qui ne sont pas entretenues. Un mauvais entretien des installations, c'est 10-20% de consommation en plus. Donc il y a déjà un entretien de l'installation intérieure du bâtiment. Donc ça peut être chaudière ou l'échangeur qui est mal réglé en pied d'immeuble. Ça peut être également un équilibrage de l'installation. Donc le fluide ne circule pas de manière homogène dans le bâtiment. Vous pouvez avoir de la boue dans les réseaux. Donc la boue, c'est des petites particules de fer. Ça veut dire que votre entreprise récupère des réseaux de chaleur éventuellement mal gérés et les revend en quelque sorte. Alors ça, il y a le réseau de chaleur d'un côté et le contrat d'efficacité énergétique de l'autre côté. Il faut considérer que je vais dire qu'il y a une étanchéité entre les deux, contractuellement. Donc c'est-à-dire que le réseau de chaleur, on l'opère pour amener l'énergie renouvelable au pied du bâtiment. Une fois que l'énergie renouvelable arrive au pied du bâtiment, on peut gérer à travers un contrat qui n'est plus régi par la collectivité, mais on peut, dans un contrat de performance énergétique, optimiser les consommations et le fonctionnement de l'installation. Et donc, il y a les actions simples. On fait les deux, mais on n'a pas obligatoirement les deux. C'est pas parce qu'on gère un réseau qu'on gère l'efficacité énergétique des bâtiments qui sont connectés au réseau. D'accord. Ça, c'est un point d'amélioration. Ouais. Typiquement, ça serait un vrai point d'amélioration. Mais le service public, parce que c'est un service public, le réseau, ne peut pas aliéner la propriété privée. C'est le droit français. Donc on est obligé de faire un contrat différent. C'est pareil. Et donc, là, il y a les entreprises de services d'efficacité énergétique, telles que Dalkia ou d'autres sur le marché, qui, à travers des contrats de performance énergétique, vont accompagner les clients à baisser significativement les consommations. Donc il y a les petites actions simples dont je vous ai parlé, et après il y a le pilotage. Le pilotage, il permet d'aller chercher 20% d'économie. Donc la délégation de service public pour la gestion, pour une collectivité d'un réseau de chaleur, ça dure combien de temps ça? Ça dépend du montant de l'investissement, mais on va dire 25-30. 25. C'est comme pour l'eau, un peu. Oui, on va dire que c'est comme pour l'eau. D'accord. Et donc ensuite, séparément, vous allez voir donc les bailleurs ou les propriétaires ou les syndics. Et là, vos contrats de performance énergétique, c'est sur quelle durée ça?
Ça dépend des clients, mais disons 10 ans. Allez. Ah oui, 10 ans, donc c'est bien. Oui. Donc, okay, Oui. donc on a le temps de voir, On a le temps de voir, oui, voilà. de mesurer Oui, le progrès, quoi. tout à fait. Et Ouais, donc là. dans le contrat de performance énergétique, on travaille l'ensemble des énergies, thermiques et électriques. D'accord. Donc on peut remplacer l'éclairage indoor, Ah oui. en remplaçant les lampes traditionnelles par des LED. On peut travailler, par exemple, la gestion de l'électricité qui alimente les centrales de traitement d'air, donc en optimisant les flux. Et donc ça vous permet d'avoir une efficacité énergétique relativement importante dans le bâtiment. Oui. Et ces contrats, ce qui est important, c'est que moi je suis assez attaché. Alors, on a l'impression que tout ça est nouveau, mais ça existe depuis longtemps. Moi, quand je suis rentré chez Dalkia, on n'appelait pas ça le contrat de performance énergétique, on appelait ça le contrat complet de résultat. Mais c'était à peu près la même chose. C'est le cœur de métier des exploitants de chauffage, enfin des exploitants anciens comme Dalkia ou d'autres dont je tairai le nom. Mais notre métier, c'est bien d'accompagner nos clients à baisser les consommations. Et le contrat de performance énergétique, dans lequel l'exploitant s'engage contractuellement sur une baisse de consommation, sur un engagement de performance énergétique, c'est un bon levier d'action pour que l'économie s'inscrive dans la durée. D'accord. Contrairement à un fournisseur de matériel qui, lui, vient vous voir, vous vend le matériel, vous promet que l'installation va générer que son installation va générer des économies, mais je dirais qu'après, si l'installation est mal conduite, c'est comme pour une voiture. Une voiture, vous donnez la même voiture avec le même plein d'essence à deux pilotes différents, ils ne feront pas la même distance. D'accord. Ah. Oui, oui. Il y a une publicité célèbre pour les piles électriques comme ça. Alors dites-moi. Oui, mais la pile, c'est Oui, oui. la pile, c'est pas de la conduite. D'accord, d'accord. Là, c'est la conduite, Ah c'est bah, le ça savoir-faire et peut être la l'expertise. conduite aussi, la ça pile. peut être, Ouais, ça peut être la conduite. Mais enfin, bref. Donc, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des mesures immédiates qui permettent d'économiser l'énergie et puis des mesures à plus long terme. Hein. Et donc, je me souviens d'avoir lu dans la documentation sur Internet de Dalkia que l'éclairage public était un poste extrêmement important sur lequel vous travaillez. Tout à fait. Alors, à travers alors, on a récupéré les activités France de Citelu, mais justement, l'éclairage public, aujourd'hui, c'est 50% de la consommation d'électricité d'une collectivité. 50%. 50%, oui. Donc, il y a un intérêt fort à travailler ce poste-là. Alors, là, c'est de la même manière. Il y a des mesures immédiates dans le cadre du plan de sobriété qui nous permettent de réduire les consommations. Donc, c'est par exemple des plans d'extinction de l'éclairage à certaines plages horaires. Et là, il y a une baisse de consommation immédiate. Et puis après, de la même manière que dans les bâtiments, on a des contrats de performance énergétique, donc des marchés globaux de performance énergétique, les MGPE, qui nous permettent d'accompagner la collectivité à faire des économies significatives. Donc on a un programme de travaux, on remplace les luminaires par des LED, et puis après, on a une gestion de l'éclairement, on bâtit une architecture d'éclairement avec la collectivité pour gérer l'intensité en fonction des quartiers, en fonction de la sécurité, des indicateurs sécurité des quartiers, et on peut être amené, sur certains contrats, aller jusqu'à 80% d'économie d'énergie sur l'éclairage public. Donc, vous voyez, 80% garantie sur la durée. Garantie sur la durée. On prend un contrat de 10 ans dans ce cas-là, et vous avez 80% d'économie garantie sur la durée du contrat. Donc c'est performant parce que c'est 80% de 50% de la consommation. En effet, en effet. Vous allez nous faire travailler sur les fractions, c'est un peu compliqué. Mais donc c'est très extrêmement intéressant. Et alors donc vous aviez dit que vous arrivez aussi à alimenter des réseaux de chaleur, par exemple, par la chaleur fatale récupérée d'industrie. Par exemple, vous avez parlé des data centers. Vous avez des exemples comme ça à Oui, nous donner ? on a des exemples. Alors, un data center en région parisienne, dans l'est de Paris. Un data center, ce sont des baies informatiques qui réchauffent les oiseaux. Ce qu'on appelle la chaleur perdue, c'est la chaleur qu'on n'utilise pas et puis qui part dans les airs et qui réchauffe les oiseaux. Mais dans ce cas-là, voilà, on peut récupérer grâce à des pompes à chaleur, ou sur les data centers, on n'a même pas forcément de besoin de pompes à chaleur. Je dirais qu'en fonction du besoin énergétique à côté du data center, on peut ou non avoir besoin d'une pompe à chaleur. Mais on récupère la chaleur du data center, ce qui sort des baies informatiques, et on l'injecte dans une boucle d'eau tempérée. La chaleur qui sort du data center, elle est à 35 degrés à peu près. Donc soit vous avez des bâtiments en basse température et vous êtes capable de l'utiliser directement, ou soit vous dopez
cette température avec une pompe à chaleur et ça vous permet d'alimenter des bâtiments existants. Donc ça, il y a des exemples très concrets dans l'Est parisien. On le fait également sur Marseille, sur des gros data centers où on va alimenter les nouveaux quartiers de Marseille, les quartiers Euromed. Et puis, donc ça, c'est pour les data centers. Ensuite, vous avez les industriels. On a des industriels type la sidérurgie, par exemple, ou l'automobile qui a des process de fonderie. À la sortie du process de fonderie ou de sidérurgie, vous avez de l'eau chaude, très chaude, qui sort de ce process et qu'on peut valoriser pour injecter, on va dire, dans un réseau de chauffage urbain. Donc ça, c'est tout à fait possible. Là, vous avez des régimes de température qui sont très bons. Et là, il y a des exemples à Dunkerque, à Charleville-Mézières, qui sont assez significatifs. Ça, c'est un axe de développement. C'est le nouveau patron de l'ADEME, donc c'est bien. C'est un axe de développement très fort. Très bien. Non, ça, c'est vraiment passionnant. Et c'est là qu'on voit bien la synergie entre l'électricité et la chaleur, pour le coup, avec l'usage de la pompe à chaleur, etc. Oui, tout à fait. Oui. Oui, Puis je pense qu'il ne faut pas opposer les deux. Tout est complémentaire. Tout est complémentaire. À chaque besoin, on a des solutions, je pense. Et donc, il faut exploiter l'ensemble des solutions pour proposer le meilleur bouquet énergétique qui permettra de décarboner le territoire concerné. Très, très bien. Alors, évidemment, il y a des limites, je pense. C'est-à-dire qu'il doit y avoir... Alors, quand on prend la biomasse, il y a certainement des limites à l'utilisation de la biomasse selon le territoire, quoi. Ça dépend. Ou alors, il faut le faire venir à la biomasse de plus loin. Et puis, il y a une question il y a eu beaucoup de débats sur les usines d'incinération d'ordures ménagères. Donc, que maintenant vous appelez joliment valorisation. Comment vous appelez ça? UVE? Unité de valorisation énergétique. Unité de valorisation énergétique. C'est plus sympa qu'incinération des déchets. Mais bon, il y avait des gens qui disaient, mais si vous récupérez l'énergie des usines d'incinération de déchets, vous aurez toujours besoin de déchets pour alimenter l'usine. Et donc, vous entretenez un cercle qui est moins vertueux, puisqu'il y a des gens qui disent, ce qui compte, c'est plutôt de réduire les déchets. Mais bon, je dis ça en passant, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, bon... Ça, je dirais, ça, c'est quelque part, c'est pas notre débat à nous. D'accord. C'est nous, on a une énergie de récupération qui est disponible sur les territoires. C'est une énergie locale et on va la valoriser. Et effectivement, il y a des baisses de tonnage des déchets et on se posera la question quand il sera temps de l'énergie alternative à mettre en place en lieu et place de cette énergie de récupération. Mais je dirais que tant qu'il y a de l'énergie de récupération, il faut la valoriser au maximum. De toute façon, sur un réseau de chaleur, vous avez rarement une seule et unique énergie. Vous avez un mix d'énergie. Oui, on a un mix. Et puis, pardon, sur l'avantage quand vous valorisez de la chaleur fatale issue d'usines d'incinération, c'est bénéfique pour le réseau de chaleur parce que vous décarbonez la chaleur des usagers, et c'est aussi bénéfique pour l'usine d'incinération parce que ça permet de baisser le coût de traitement des déchets. Comme pour un industriel. Un industriel, on rachète sa chaleur, donc ça permet aussi à l'industriel de baisser ses coûts de production. Donc c'est vertueux tout ça parce que ça permet à l'économie locale de se maintenir aussi. Mais certainement, oui. Non, il y avait juste à un moment donné un débat sur est-ce qu'on utilise la chaleur directement ou est-ce qu'on produit de l'électricité avec la chaleur de l'usine d'incinération, quoi. À chaque besoin, sa solution. Oui, puis ça doit dépendre aussi peut-être des capacités locales, etc. Et en effet des besoins locaux. Et donc, est-ce que vous avez pu, en quelque sorte, photographier la diversité des territoires, des besoins et des moyens d'y répondre? Enfin... Alors, on ne l'a pas forcément toutes. Par contre, il y a un travail qui est mené par l'ADEME, par la FEDEN, c'est la fédération en charge notamment des réseaux de chauffage urbain, qui a cartographié, qui a fait un travail, d'ailleurs je crois qui a été publié ces derniers jours, pour cartographier. Il y a un site internet réseau de chaleur 2030, je crois, .fr, qui est sorti il y a très peu de temps. Ah. Voilà. Je sais que c'est un peu moins. Il y a l'association Amorce réclame toujours une augmentation de la dotation du fonds chaleur. Oui, tout à fait. Bah oui, parce que le fonds chaleur, c'est 500 millions et on a parlé de 30 milliards d'investissements pour faire 1400. Et en effet, voilà. Il me semble qu'il y avait des annonces, il devait y avoir un peu plus d'argent là-dedans. Oui, par an, oui. Ah. Oui. Mais enfin, sur un plan pluriannuel. Mais oui, il doit y avoir plus d'argent. Mais la cartographie existe aujourd'hui. Et après, forcément, elle existe
en grosse maille, mais déjà relativement fine. Et puis après, à chaque fois qu'on se questionne sur un sujet concret, eh ben on affine et on adapte la solution. Dans les réglementations thermiques qui se succèdent, la nouvelle réglementation thermique, donc la 2020, qui va sans doute être encore un peu améliorée, on va avoir des maisons en quelque sorte qui n'auront quasiment plus besoin de chauffage presque, enfin, ou très très peu, quoi. Et donc cette évolution-là, elle est, enfin, vous l'inscrivez dans vos plans parce que. Elle est inscrite, oui, elle est inscrite dans les et plans. En plus, D'ailleurs avec la collectivité, dans le cadre, s'agissant des réseaux de chauffage urbain. Hein. Mais c'est vrai aussi quand on investit sur une pompe à chaleur dans un bâtiment. Enfin, quelle que soit l'unité de production, finalement, il faut se poser la question de quelles seront les consommations dans les années à venir. Oui. Donc il y a effectivement les réglementations, la RE 2020, et puis après vous avez aussi le climat qui change, et on voit un réchauffement climatique assez fort. Et d'ailleurs, dans certaines collectivités, on a plus besoin de froid que de chaud. Donc toutes ces questions, il faut essayer de les anticiper au maximum, mais ça reste un pari à prendre. Donc on prend la meilleure solution avec un forecast, avec une prévision voilà, qui vaut ce qu'elle vaut, mais on est bien obligé de faire quelque chose. Oui, bien sûr. La réglementation, donc je reviens dessus, européenne par exemple, prévoit que toutes les maisons neuves à partir de telle année, je ne sais pas laquelle, devront prévoir d'équiper le toit avec du photovoltaïque. Et à ce moment-là, il y aura sans doute un choix, il y aura peut-être besoin de mettre des batteries dans les maisons, etc. Et donc ça va modifier et enrichir en quelque sorte votre panel en quelque sorte de solutions, de propositions. Ça va compléter, et c'est tout l'objet de notre filiale finalement. Travailler sur l'électrification des usages, c'est bien ça. C'est bien travailler sur des problématiques d'autoconsommation. Alors aujourd'hui, l'autoconsommation, elle est assez restreinte par la loi, mais il y a d'autres pays qui ont testé des modèles d'autoconsommation collective à l'échelle de quartiers, de micro-quartiers. Et peut-être que dans les années à venir, il faudra aller vers des solutions sans doute telles que celle-ci. Voilà. Je pense que l'autoconsommation va se développer. Et je pense que le réseau de chaleur, c'est une solution pour des milieux urbains denses, mais c'est vrai que quand on est... Là, on a focalisé sur les réseaux de chaleur, mais quand on est dans des milieux urbains beaucoup moins denses, la pompe à chaleur, l'autoconsommation est une bonne solution. Donc ça reste, encore une fois, il faut adapter la solution aux besoins. Et je pense qu'il faut rester dans ce schéma. Il ne faut pas opposer les solutions, tout est complémentaire. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que vous incluez dans vos services la question des bornes de recharge et de l'électrification des véhicules légers? Oui. Véhicules légers et véhicules lourds. Ben, je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, un territoire consomme 40% de son énergie dans le transport. Donc le moyen le plus efficace aujourd'hui de décarboner, je ne parlerai pas de l'hydrogène parce que ce n'est pas mon sujet, je ne maîtrise pas. Mais par contre, l'électrification de la mobilité, elle a une place importante à prendre, et elle est en train de la prendre. Et effectivement, il y a des bornes, il y a tout un tas d'acteurs commerciaux, je ne sais pas si je peux les citer, mais des commerces agroalimentaires, des restaurants américains, etc., qui ont développé un service de mobilité ou qui sont en train de développer un service de mobilité électrique. Donc vous avez des implantations de bornes un peu partout, sur les autoroutes, dans les commerces. On commence à travailler également sur des offres dans les copropriétés. Mais tout ça va nécessiter de renforcer l'alimentation électrique aussi des copropriétés, des bâtiments, pour qu'on ait suffisamment de puissance pour mettre en place des bornes électriques. Et je crois que la prévision 2040, si je ne raconte pas de bêtises, c'est 17 millions de véhicules électriques d'ici 2040. Donc forcément, il y a des bornes à développer. Alors il y a les véhicules légers. Après, il y a également la mobilité lourde avec les bus. Et là, il y a un certain nombre de collectivités, il y a Nice, il y a Clermont-Ferrand, qui ont électrifié leur flotte de bus. Donc
Là, on se positionne également sur ces sujets. Et vous avez également la mobilité fluviale maritime, où là, il y a une loi qui prévoit également l'électrification des quais pour éviter que les bateaux, notamment les bateaux de croisière, viennent polluer les ports quand ils sont à l'arrêt. Donc l'électrification de la mobilité, je dirais qu'elle est en marche. Il y a l'électrification des ports et des aéroports au sol, et des aéroports, tous les services au sol, etc. Oui. Et effectivement, les quais, vous avez des Marseillais qui en ont marre de la fumée. Qui en ont marre de la fumée des bateaux. Oui. Ouais, exactement. Et puis si je peux rajouter un dernier point, dans la chasse au gaspillage qu'on mène, parce qu'il y a l'efficacité énergétique, il y a la décarbonation, mais dans la chasse au gaspillage qu'on mène, on veut également favoriser le réemploi de matériel. Donc on revampe, donc on rénove du matériel, on réutilise, donc on va chercher du matériel obsolète à l'instant T. On a des usines en France qui revampent le matériel, donc des transformateurs HTB, des postes de transformation HTA, des machines tournantes pour l'hydraulique ou l'éolien. Et donc finalement, on développe le circuit court, on développe l'économie circulaire, on développe l'emploi local et on évite d'importer du matériel qui vient de l'autre bout du monde et qui génère aussi de la consommation énergétique et de l'émission de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est aussi un point important, c'est développer au maximum le contenu local finalement. Donc ça fait partie de notre bouquet énergétique. Et puis je pense que il faut qu'on profite aussi de notre électricité bas carbone pour réindustrialiser. C'est même finalement un non-sens aujourd'hui d'envoyer la production de biens et de matériel dans des pays qui produisent leur électricité avec du charbon, alors qu'on a une électricité bas carbone. Donc ça, je pense que ça peut être un bon levier de redéveloppement de l'industrie française que de faire certes, mais il faudrait que cette électricité soit moins chère en ce moment, quoi. Donc c'est ça la difficulté. Nos dirigeants vont plaider en Amérique en disant, vous êtes en train de financer de manière excessive des incitations aux usines pour s'installer chez vous avec des prix de l'énergie qui sont 2 fois moindres, quoi, ou même 3 fois moindres. Donc ça va être difficile. Alors autant je partage totalement votre souhait, votre projet d'industrialisation. Et je note que donc Dalkia a des usines, dont vous êtes aussi 4. Un acteur industriel sur notre pays, donc ça c'est très intéressant. Autant ça va être difficile parce qu'il va falloir se battre, quoi. Il va falloir donner un coup de collier. Nous, alors sur Dalkia, je vais parler que de Dalkia Electrotechnics. Le mot est un peu compliqué à prononcer, mais on s'y habitue vite. Nous, c'est surtout, si on reste sur le champ de l'électricité, ça sera principalement le photovoltaïque, finalement, le développement du photovoltaïque dans la perspective de faire de l'autoconsommation sur les bâtiments. On voit qu'il y a des industriels qui déconsomment aujourd'hui, qui décarbonent leur installation avec des champs photovoltaïques. Donc aujourd'hui, développer le photovoltaïque, mettre en place des offres un peu globales. On parlait de mobilité électrique, donc photovoltaïque, stockage électrique et bornes de recharge, ça pourrait être une bonne solution et un bon levier de développement pour Dalkia Electrotechnics. À des conseils de sobriété énergétique, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Si on veut réduire les consommations dans les bâtiments, il y a des actions très simples. C'est bien assurer l'entretien de ces installations. Et ça, une installation mal entretenue, c'est 10 à 20% d'énergie de surconsommation, on va dire. C'est du remplacement de lampes traditionnelles par des LED. Et ça, sur de l'éclairage indoor dans les bâtiments, on peut faire des économies significatives. 70% des consommations, 80% des consommations d'éclairage indoor. On peut après réduire les régimes de température dans les bâtiments. Et on voit que ça s'est déjà opéré. C'est aussi un peu pour ça que j'ai le rhume, je pense, parce qu'on a peut-être poussé un peu les feux un peu trop fort. Mais on était en dessous de 19 degrés. Mais on peut réduire les températures. 1 degré de baisse de température,
dans le confort, c'est 7% de consommation en moins. Donc finalement, il y a des mesures assez efficaces qui permettent de baisser les consommations. Sur les réseaux d'éclairage public, c'est pareil, on peut faire des campagnes de fermeture, d'extinction de l'éclairage sur certaines plages horaires, en mesurant bien entendu la sécurité urbaine. Hein. Et ça permet rapidement de faire des actions de sobriété énergétique très efficaces en fait. Et après, il faut réfléchir au long terme, puisqu'il y a l'immédiateté. Vous parlez d'explosion des tarifs, mais il y a des sujets de précarité énergétique, parce qu'une collectivité, elle se doit aussi d'accompagner ses administrés. Et accompagner ses administrés, c'est proposer des solutions efficaces pour limiter la précarité énergétique. Alors, sur les boucles, j'ai pas bien compris le point, mais dans un bâtiment, quand vous avez une chaufferie en pied d'immeuble, vous avez systématiquement une boucle, parce qu'en fait, la boucle, elle se réchauffe, donc l'eau, elle part à 90 degrés, elle revient à 60 degrés, enfin, pour faire simple. Donc il y a toujours une boucle. Par contre, quand il y a des bâtiments qui sont tout électriques, effectivement, là, c'est compliqué de connecter un bâtiment tout électrique à un réseau de chaleur. Quand je dis tout électrique, c'est avec des radiateurs électriques. Hein. Parce que là, il faut tirer justement ce circuit de départ et de retour avec les radiateurs. Et donc, c'est souvent en plus en milieu occupé. Donc, c'est des travaux qui sont lourds et qui sont fastidieux. Mais ça peut se faire. Donc ça, c'est pour la première question. C'est le frein. Et la deuxième, pardon ? La formation des entreprises du BTP. Je pense que les entreprises du BTP, elles savent faire un réseau secondaire de distribution d'énergie dans le bâtiment. Après, il faut, au niveau de la conception des quartiers, il faut qu'il y ait un coup de pouce de la collectivité pour inciter, dans les programmes d'aménagement des quartiers, inciter les opérateurs qui vont assurer l'aménagement des quartiers à favoriser, on va dire, le recours aux chaleurs renouvelables. Donc ça, c'est plutôt en phase conception du quartier qu'en phase construction, parce qu'un opérateur du BTP, il sait faire tout type d'installation aujourd'hui. Il n'y a pas d'obstacle, et ils ont les compétences et l'expertise pour le faire. Oui. Il y en a deux. Alors déjà, sur le premier point, je ne pense pas que ce soit le chauffage urbain qui est cette image de « on a besoin d'ouvrir les fenêtres quand on est connecté au chauffage urbain ». Je pense que c'est le chauffage collectif en pied d'immeuble. Pour moi, c'est ça. Parce qu'on gère des patrimoines. Moi, quand je suis rentré chez Dalkia, j'ai travaillé sur l'efficacité énergétique de certains grands bailleurs privés, propriétaires de parcs résidentiels. Et on avait effectivement ce symptôme de la fenêtre ouverte parce que tout le monde chauffait à outrance. Je pense qu'à partir du moment où on ne consomme pas soi-même et qu'on ne mesure pas son énergie, on fait un peu moins attention. Et c'est pas tant le réseau de chaleur qui est responsable de ça finalement. Non, je pense pas, non. Mais si, c'est complètement flexible, puisqu'en fait, c'est pas le réseau de chaleur qui alimente l'intérieur du bâtiment, le réseau de chaleur alimente le pied du bâtiment. Ben non, mais il alimente le pied du bâtiment. Si vous fermez vos vannes en pied de bâtiment, l'énergie ne monte pas dans le bâtiment. Donc, si l'énergie ne monte pas dans le bâtiment, on a la boucle du réseau de chaleur, le bâtiment ne puise pas de calories dans la boucle du réseau de chaleur. Et il y a très peu de pertes aujourd'hui sur une boucle de réseau de chaleur. Moi, j'ai toujours l'exemple, on parlait des pays de l'Est tout à l'heure. Dalkia, dans le passé, était présent à Varsovie, notamment. Un réseau de 1800 km, 1800 km de tubes. Il y a à peine 8% de perte d'énergie sur les 1800 km de tubes, avec des conditions climatiques qui sont très fortes. Donc, non, mais je sais que c'est pas ça la question, mais simplement pour dire que c'est pas le réseau de chaleur qui est responsable de l'ouverture des fenêtres. Après, sur la complémentarité thermique électrique, c'est des solutions qu'on n'a pas regardées aujourd'hui. Par contre, plus on va multiplier les sources de production d'énergie pour alimenter un consommateur, plus ça va coûter cher. Sur un réseau comme sur n'importe quelle solution, vous avez des coûts d'investissement. Et ces coûts d'investissement, il faut bien à un moment donné les rentabiliser. Si vous faites une chaudière en pied d'immeuble et des radiateurs électriques, vous allez payer
les chaudières en pied d'immeuble et les radiateurs électriques. Donc vous avez 2 investissements pour produire de l'énergie. Donc est-ce que c'est la bonne solution? Je ne sais pas. Donc la multiplicité des investissements pour fournir de l'énergie, je ne sais pas si ça peut se faire comme ça. Après, sur l'électricité, effectivement, ce que vous dites, le power to heat, c'est peut-être des solutions à utiliser, alors peut-être pas dans les réseaux de chauffage urbain aujourd'hui, mais peut-être. Oui, mais on ne le fait pas aujourd'hui, mais c'est peut-être des évolutions à étudier qu'on n'a pas encore étudiées. Voilà. Ça peut être une bonne ouverture. Et puis après, il y a sur les bâtiments qui ne sont pas raccordés. Là, ça peut être une très bonne solution pour le coup. Très bonne question, Monsieur Guémy, que j'ai pu croiser par ailleurs. L'équation, elle est complexe parce que la rénovation du bâtiment, ça nécessite des investissements qui sont relativement lourds et qui ne sont pas forcément aujourd'hui rentabilisés par les économies d'énergie qu'on opère. Donc ça, c'est un premier point. Quand on parle de rénovation, on parle de 30 40 000 euros par logement en coût d'investissement. Donc avec le prix actuel des énergies, j'ai pas refait les équations avec les nouveaux prix d'énergie, mais globalement, les économies générées ne permettent pas de couvrir les annuités de remboursement d'emprunt de ces investissements. Donc c'est un pari à faire, c'est un pari à mener sur l'avenir, sur le long terme, avec des durées, on va dire. Ça pourrait être un plan Marshall de l'énergie qui ne s'inscrit pas sur 10, 15, 20 ans, mais sur un pas de temps beaucoup plus long. Et la décarbonation de la chaleur, encore une fois, ce que je vous disais, on a aujourd'hui des programmes d'amortissement qui s'étalent sur une vingtaine d'années, et on est capable de proposer des prix de chaleur compétitifs, amortis du coup sur une vingtaine d'années. Aujourd'hui, ça se voit, si on regarde le nombre de projets, on parle d'électrification des transports. L'électrification des transports est en train de se développer de manière importante. Il y a un certain nombre de projets qui émergent un peu partout. Donc ça, c'est déjà un signe sur la mobilité électrique véhicules légers et aussi sur les transports lourds comme les bus. On voit l'électrification des bus. On voit revenir des trams également dans les collectivités. Donc je pense qu'il y a déjà, sur le plan transport, qui est 40% de la consommation du territoire, il y a déjà une dynamique qui s'opère. Après, sur le reste, il y a une volonté de développer, on le sent, les énergies locales du territoire. Et on a de plus en plus aujourd'hui d'élus qui nous sollicitent sur ces thématiques, qui regardent, et c'est ce que je vous disais, parce que l'équation, elle est bénéfique pour tous, pour la facture énergétique, mais elle permet aussi de soutenir des industries. Quand un industriel revend de la chaleur à un réseau de chaleur, de la chaleur fatale qu'il n'utilise pas, c'est bénéfique aussi pour son process industriel. Et donc, l'attractivité du territoire, que ce soit pour attirer des administrés ou pour attirer des entreprises, je pense que les élus aujourd'hui ont pris conscience que toute cette problématique RSE, dont les entreprises d'ailleurs sont friandes aujourd'hui, c'est un axe fort d'attractivité du territoire. Et les entreprises aujourd'hui, toute entreprise a une politique RSE, a la volonté d'afficher des réductions d'émissions de CO2. Donc ça s'inscrit parfaitement dans ce schéma. Donc moi, c'est en ce sens où j'estime que la dynamique est plutôt très bonne. On y voit les effets. Alors, le développement des réseaux, le développement des énergies renouvelables sur les réseaux, on parlait de biomasse tout à l'heure, c'est 9 millions de tonnes de CO2 évitées tous les ans. Donc ça, c'est un effet immédiat. Et je rajoute, si on rajoute la valorisation de la chaleur fatale, il y a une centaine d'usines d'incinération, d'unités de valorisation énergétique connectées au réseau de chaleur qui viennent aussi augmenter ces tonnes de CO2 évitées. On a une soixantaine de géothermies aujourd'hui en France. Donc les effets immédiats sur le CO2 évité, il est réel. Et ça a vraiment redémarré. Moi, je veux dire, il y a eu ce pic pétrolier dans les années 70. Ensuite, ça s'est arrêté, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Et puis il y a eu le Grenelle de l'environnement, qui a initié quand même un certain nombre de conversions énergétiques
au gaz, au gaz et en énergie renouvelable. Et ça nous a permis de développer, voilà, d'éviter d'émettre du CO2. Donc ça se voit en pratique. Pas encore suffisamment, mais ça se voit. Alors, le groupe d'Alkia, oui, de facto, par nécessité stratégique, aura besoin de développer ses activités génie électrique partout dans le monde, enfin partout dans le monde, dans les pays dans lesquels Dalkia est présent, disons. Par contre, concernant Dalkia Electrotechnics, aujourd'hui, on a déjà beaucoup de travail à faire en France. On a beaucoup de travail puisque c'est une jeune entreprise, hein. Elle a une grosse année. On a récupéré plusieurs entités. Donc, il y a un travail des objectifs importants. Avec des objectifs importants et puis aussi une structuration à mener et puis embarquer l'ensemble des collaborateurs dans l'entreprise, dans notre projet d'entreprise. Donc c'est déjà, voilà, il faut déjà stabiliser, construire un socle sain avant de vouloir s'éparpiller partout. Mais le groupe Dalkia, bien sûr, et on le voit à travers des filiales en Angleterre, hein, du groupe Dalkia, a la volonté de développer les activités génie électrique à l'international. Je dirais que la feuille de route, elle est tracée dans le plan moyen long terme de l'entreprise, dans le PMT. Donc on a une feuille de route aujourd'hui de densification des réseaux, puisqu'on peut déjà travailler. On a des réseaux existants en portefeuille, on en a 300 ou 400. Je crois de mémoire, je n'ai pas le chiffre exact, mais on n'est pas loin de 400. Chez Dalkia, on a à peu près la moitié en nombre des réseaux de chauffage urbain. La densification, c'est connecter d'autres bâtiments sur les réseaux existants. Densifier, on va dire, avoir plus de consommation énergétique raccordée au réseau de chauffage urbain. Donc ça, c'est un premier point. Donc on a, oui, un plan de densification des réseaux. Donc c'est d'amélioration de la valorisation des énergies sur nos réseaux existants. Donc ça, c'est un vrai point parce que on est en place, on connaît le territoire, notre service commence à être connu, on peut benchmarker. Nos clients, nos prospects peuvent benchmarker ou aller se renseigner sur la qualité du service qu'on opère. Donc je dirais que c'est plus simple à commercialiser aujourd'hui. On a un programme de développement de nouveaux réseaux, et je pense que Dalkia tous les ans crée et développe de nouveaux réseaux. On a fait, je prends, il y a Saint-Afrique, Saint-Afrique, c'est en dessous du Massif central, voilà, pas loin du viaduc de Millau. Donc là, ce sont des nouveaux réseaux, et c'est dans des collectivités de petite taille. Il y a eu Cluse, il y a un certain nombre de réseaux qui s'opèrent. Donc on a une feuille de route assez forte. Après, la problématique, c'est le point, c'est l'investissement. Parce que c'est des opérations qui sont relativement capexivores, entre guillemets, ça nécessite beaucoup d'investissement. Donc il faut qu'on arrive à trouver aujourd'hui les capex pour accompagner cette croissance. Ça, c'est le premier point. On en a dans le groupe. Il y a aujourd'hui un certain nombre de partenaires extérieurs qui peuvent nous accompagner dans cette croissance également. Après, l'autre frein qu'on voit dans tous les métiers, c'est le frein de la ressource humaine. Parce que la formation aussi, non ? La formation, mais la disponibilité de la ressource. Aujourd'hui, ça c'est un frein même en génie électrique. On cherche, alors j'ai pas les chiffres d'Alkia, mais c'est plusieurs centaines de personnes, de techniciens d'Alkia recherche. Chez nous, c'est pareil, on cherche pléthore de techniciens et puis même managers. Et c'est vrai dans toutes les professions, dans toutes les activités. Il y a une pénurie de main-d'œuvre qu'il faut qu'on arrive à lever d'une manière ou d'une autre. Donc ça ça peut être un vrai frein au développement de nos activités. Et pourtant, la transition énergétique, la décarbonation, c'est créateur d'emplois, c'est tout le paradoxe. Mais bon, là, on peut rentrer sur un terrain plus politique, un peu plus glissant. Mais bon, voilà. En tout cas, pour les gens qui veulent travailler, il y a du boulot. On sait les former. On a des centres de formation. Il y a des campus chez Dalkia. Il y a des campus chez EDF. Il y a des programmes de formation spécifiques qu'on mène dans nos entreprises. Donc on sait former les gens, tous ceux qui veulent travailler. Là, je fais un appel au peuple, pour le coup, qui veulent travailler dans une entreprise qui a du sens, une activité qui a du sens, parce que travailler pour la décarbonation des territoires, c'est travailler pour l'intérêt général.
Donc il y a de la place, il y a largement de la place. Alors il est intégré sur toute la chaîne. Conception, réalisation, pilotage. Et sensibilisation des usagers. En conception, aujourd'hui, on peut faire des simulations sur les process, sur le choix des matériaux. Donc on peut choisir les meilleurs matériaux, les meilleurs process, et donc on est capable de simuler la performance énergétique des solutions qu'on va retenir. Et on est capable de benchmarker un certain nombre de scénarios pour choisir le meilleur scénario. Ça, c'est en phase conception. En phase exploitation, on va, grâce au capteur, à la data, on va mesurer un certain nombre de paramètres. Ces paramètres vont nous permettre de mieux piloter les installations. La performance énergétique, on la faisait jusqu'à maintenant, et encore une fois, ce n'est pas pour porter atteinte aux compétences et aux expertises de nos bons hommes, on la faisait de manière intuitive. C'est-à-dire qu'on savait qu'en agissant sur tel ou tel paramètre, ou en affinant tel ou tel paramètre, tel ou tel réglage, on allait faire des actions, enfin on allait faire de l'efficacité énergétique. Le numérique, il nous permet quoi? Il nous permet d'aller mesurer d'autres paramètres et de voir que notre consommation, elle augmente si certains paramètres, certains indicateurs bougent. Donc on peut identifier des pannes en amont, on peut identifier on peut anticiper de la dégradation de matériel, et donc on peut réagir plus vite grâce au numérique, parce que ça on ne le voyait pas à l'œil nu habituellement. Grâce au numérique, on peut identifier plus vite, et donc on peut piloter plus efficacement pour aller chercher plus de performance, plus de continuité de service. Ça c'est aussi important pour les industriels, parce que quand on parle d'électrification des usages, il faut qu'on parle de qualité du signal électrique, de continuité du signal électrique. Donc le numérique nous permet ça, et bien sûr, donc, grâce à l'identification des paramètres, de piloter mieux pour aller chercher plus de performance. Et puis enfin, et donc ça, on peut aller chercher 20-30% de performance en plus, grâce au pilotage. Et puis l'autre volet, c'est la sensibilisation, parce que le numérique, il nous permet de capter de la data et de diffuser la data aux utilisateurs, finalement, aux consommateurs, comme on les appelle aujourd'hui dans la littérature. Et on peut diffuser, on voit l'application EcoWatt qui permet par exemple de montrer à tout le monde quels sont les pics de consommation en France, ou quand auront lieu les pics de consommation. Et on prévient ainsi les gens, la population qui dispose de l'application, d'éviter de faire fonctionner son lave-linge, son sèche-linge à telle période de la journée. Je pense qu'on sera amené à faire ça de plus en plus, y compris sur les réseaux de chauffage urbain. On le fait, on a dans les collèges par exemple, on a des contrats de performance énergétique dans les collèges, on a développé des applis pour sensibiliser les étudiants, les professeurs, personnel administratif des collèges sur des actions de sensibilisation de performance énergétique. Moi j'ai une inquiétude, mais en ce moment il y a une ruée sur la biomasse, donc cette ruée sur la biomasse, c'est à la fois pour la méthaniser, c'est à la fois pour la transformation chimique en carburant pour les avions, c'est tout simplement pour faire de l'énergie, le bois, etc. Et donc je me dis à un moment donné, et peut-être qu'il faudrait qu'on ait une espèce de clarification sur les choix, les priorités, où ça devrait aller plutôt à tel endroit plutôt qu'à tel autre. Notamment, comme nous avons parmi nos membres des compagnies aériennes, et elles sont très préoccupées d'avoir des carburants durables, etc. Donc voilà. Donc je suis préoccupé par ça, mais je pense que ce n'est pas forcément le lieu pour en parler. Je me demande, à un moment donné, la difficulté, quand vous avez parlé de l'autonomie ou de l'autoproduction, vous l'avez qualifié comme étant surtout individuel, quoi. Bon, il y a maintenant des volontés d'autoconsommation collective, de plus en plus, quoi. Et vous avez même des entreprises, dont je ne parlerai pas, qui construisent des réseaux autonomes. En France, nous avons encore, par la législation, l'obligation de transporter le courant avec Enedis. Bon, à un moment donné, donc la question, c'est de savoir si, dans les conseils que vous donnez aux collectivités, quelquefois, on pourrait éventuellement concevoir une autonomie collective plus large. Et à ce moment-là, ça va ouvrir peut-être des perspectives qui sont
complètement nouvelle pour le réseau, pour le raccordement, etc. Vous avez travaillé là-dessus un peu dans Alors, la c'est prospective, surtout, disons. dans la prospective, forcément, le groupe EDF et Enedis y réfléchit. Après, c'est vrai qu'il y a une réglementation qui nous empêche de le faire aujourd'hui. Par contre, à l'avenir, on peut très bien imaginer que ce sera des solutions qui seront de facto développées sur nos territoires. Mais j'ai pas de réponse. Je ne peux pas aller plus loin dans ma réponse que celle-ci aujourd'hui. Je pense qu'il y a un nouveau président, directeur général d'EDF, qui va aussi donner sa ligne de conduite, la stratégie d'EDF sur ces thématiques-là. Mais on voit effectivement, vous parliez de certains industriels, il y a de la demande en tout cas. Il y a de la demande de territoire, il y a de la demande sur des parcs tertiaires, dès lors qu'on est sur un terrain 100% privé. D'accord ? On ne traverse pas le domaine public, donc là, il y a de la demande. La demande émerge. On voit qu'il y a d'autres pays à l'international qui ont développé ce type de solution. Donc, je ne pense pas que la loi pourra résister trop longtemps sur ces thématiques-là. Oui, je partage votre sentiment. Ça ouvrira, si vous voulez, un nouveau champ, quoi, de services, quoi, y compris pour Dalkia. Clairement, quoi. oui. Ouais. Oui, puis encore une fois, ça permettra de valoriser pleinement les énergies du territoire, je pense, parce que c'est vrai que sur du solaire, photovoltaïque, ou même de l'éolien, ou des petites centrales hydro, parce qu'il y a aussi du petit hydro sur les rivières, on pourrait très bien imaginer alimenter des boucles locales. C'est tout à fait... Moi, à titre personnel, c'est un sujet qui me passionnerait, et ça serait une belle offre nouvelle à développer effectivement chez Dalkia Electrotechnics. On a un sujet de structuration aujourd'hui de l'entité. Voilà. Donc ça, c'est un premier point fort pour fédérer l'ensemble des collaborateurs et puis attirer un maximum de monde, parce que vous l'avez compris, on a un sujet de ressources. Moi, je pense qu'on est on accompagne nos clients dans la décarbonation à travers l'électrification des usages. Je pense que parmi les solutions qui sont importantes à maîtriser, c'est tout ce qui touche à la continuité du signal électrique et à la qualité du signal électrique, notamment pour la décarbonation de l'industrie. Qualité du signal, parce que si on a un signal qui génère des harmoniques, par exemple, ça peut venir perturber le process, ça peut venir faire arrêter ou interrompre le process, et ça peut avoir des coûts financiers relativement importants pour les industriels. Donc je pense que travailler avec la R&D du groupe EDF et la R&D du groupe Dalkia sur des solutions pour améliorer la qualité du signal, améliorer la continuité du service, ça je pense que c'est un beau message, et ça nous permettrait de faire chez les industriels des contrats de performance énergétique ou des contrats de performance, sans forcément que parler de performance énergétique, sur des installations de génie électrique. Ce qui ne se fait pas vraiment aujourd'hui sur le marché, au-delà des contrats d'éclairage public. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'acteurs qui font des travaux et qui, une fois que les travaux sont faits, partent et ne garantissent pas forcément dans le temps la performance de l'installation. Moi, ce qui me plaît, c'est l'ADN de Dalkia, hein, c'est apporter dans ce métier cette capacité à garantir contractuellement de la performance. Et je pense qu'on a un certain nombre d'outils, notamment le numérique, qui nous permet de le garantir. Et en principe, il y a un contrat avec EDF ou un autre un jour peut-être, mais avec EDF. Oui, et la concession garantit la qualité du signal électrique, qu'il n'y ait pas plus de micro-coupures de temps, etc. Enfin, pour ceux qui gèrent, pour ceux qui négocient correctement, oui. Oui, moi je parlais surtout du réseau secondaire, hein, c'est-à-dire qu'une fois qu'on passe sur le réseau électrique du client, sur des boucles HTA chez les clients industriels ou sur des hôpitaux, où là il y a une nécessité quand même forte de garantir, et là c'est pas vraiment le réseau Enedis qui en est responsable. Alors sur le réseau, on injecte aussi de plus en plus d'énergie renouvelable, donc ça peut créer aussi, alors, je suis moins expert, là je laisserai plus parler les experts d'Enedis, mais ça peut créer quelques petites fluctuations. Voilà, je le dis avec beaucoup de pincettes. Mais ça peut créer quelques petites fluctuations qui pourraient perturber un signal, une boucle électrique chez des clients. Donc il faut, voilà, si on veut accompagner l'électrification des usages, forcément, il
il y a des énergies renouvelables qui vont être intégrées massivement sur le réseau électrique français, le réseau d'Enedis, et il va falloir qu'on garantisse cette continuité de fonctionnement à nos clients. Nous, non, mais bien sûr, hein, mais pour l'électrification des usages, nous, ça va forcément nous aider, oui. Oui, c'est l'extension de l'ETS aux fournisseurs d'énergie, à la fois pour les transports et pour les bâtiments. Alors, il y a une grande discussion, parce qu'au Parlement européen, tout le monde n'était pas absolument d'accord là-dessus, quoi, hein. Mais je pense que ça va passer, donc voilà. Est-ce que je peux vous poser une question qui est sur les zones à faible émission des villes? Donc, je suppose que là-dessus aussi, on vous consulte, parce que vous rendez des services donc, à certaines de ces collectivités qui peuvent être vos clientes. Ces zones à faible émission, elles ont un impact social important. Elles interdisent à ceux qui sont prisonniers des voitures, prisonniers des véhicules diesel, d'entrer en ville. Bon, et donc, il y a manifestement quelque chose à corriger là. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que notamment pour l'électrification des véhicules légers, sans doute que la priorité, c'est l'électrification des zones rurales, parce qu'à ce moment-là, vous réglez la question, quoi. Oui, tout à fait, oui. Il faut donner accès aux recharges électriques dans les campagnes, enfin dans les campagnes et puis les zones périurbaines, forcément, oui. La transition énergétique de l'industrie, il y a plusieurs solutions. La principale, c'est, je dirais, la biomasse, aujourd'hui qu'on utilise massivement dans l'industrie. Parce qu'avec la biomasse, on peut faire de l'eau chaude à haute température ou à moins haute température. On peut faire de la vapeur pour les process industriels et on peut faire de l'électricité avec des cogénérations biomasse. Donc ça, c'est une réponse. On sait faire également de l'éclairage, travailler l'éclairage indoor. Donc, de la même manière, on est chez des grands industriels, hein, on a travaillé avec des grands industriels, on a réduit de 70% leur consommation d'énergie électrique grâce à une optimisation. 70%, oui, oui, c'est énorme, oui. Ah oui, c'est énorme, c'est un taux énorme, oui. Oui, c'est un taux énorme, oui. Alors bon, la part d'électricité liée à l'éclairage, elle est plus faible que la part d'énergie consommée pour le process, mais malgré tout, si on adresse chacune des consommations du site industriel, on peut faire des économies significatives. Et après, il y a l'autoconsommation également dans l'industrie qu'on peut développer, le solaire photovoltaïque pour alimenter des sites industriels. Et puis, il y a également la valorisation de la chaleur de l'industriel pour, on va dire, au bénéfice du territoire local. Oui, l'économie circulaire est quelque chose d'important chez vous. L'économie circulaire est fondamentale, oui, bien évidemment. Alors, la mobilité électrique dans le groupe EDF est portée par Easivia, qui est une filiale dédiée à la mobilité électrique. Donc, si opérations d'acquisition il y a, les opérations seront menées par Easivia. Donc là, je ne peux pas parler en leur place. Par contre, nous, on est installateur, nous. Donc, pour le compte d'Easivia, comme pour le compte d'autres clients, on installe les bornes, mais on ne les opère pas. Donc, on n'aura pas vocation voilà, à développer aujourd'hui nos activités et à faire du M&A sur la mobilité électrique. Voilà. Moi, j'aurais voulu continuer la discussion sur ce que vous avez dit comme étant votre principal intérêt idéal, en quelque sorte, sur l'histoire du signal électrique. Ça m'impressionne, parce que l'électricité, c'est toujours un peu mystérieux pour moi. C'est extraordinaire comment ça fonctionne, tout ça. Et en fait, ça veut dire qu'il y a des marges de progression encore pour l'excellence, en quelque sorte, de l'électricité, avec les modifications considérables du mix, etc. Donc ça me frappe et ça m'intéresse. Donc il faudra qu'on se retrouve pour ça, pour que je comprenne bien tout ce qu'il y a encore à faire pour perfectionner les choses. Mais d'abord, je pense qu'il faut vous remercier d'être venu à nouveau et insister, à mon avis, sur ce qui me paraît vraiment le plus grave, c'est cette manque de difficulté de recrutement. Parce que nous avons d'un côté la jeunesse
une partie de la jeunesse qui est extrêmement angoissée devant le changement climatique et qui manifeste quelquefois de manière extrêmement brutale, enfin en tous les cas spectaculaire. Et de l'autre côté, on a ces difficultés de recrutement. Ça ne colle pas. Et donc, comment est-ce que... Parce que vous n'êtes pas les seuls, parce que dans le bâtiment, c'est la même chose. Il y a beaucoup de secteurs de l'économie qui sont en panne ou en difficulté de recrutement. Comment est-ce qu'on peut passionner la jeunesse française en lui expliquant, mais je comprends votre inquiétude, ça y est, les choses sont en route maintenant, les entreprises prennent le mors aux dents, ça y est, on y va, on a compris. Venez nous aider, au contraire. Il y a un domaine d'investissement considérable pour les jeunes. C'est ça peut-être, comment est-ce qu'on peut travailler à ça? Comment est-ce qu'on peut donner de l'espoir et montrer qu'il y a tellement de choses à faire avec une feuille de route qui est à peu près bien balisée maintenant? J'ai pas la réponse à la question. Je pense qu'on a un métier formidable. On interagit, on agit pour l'intérêt général. Donc ça, c'est formidable. Maintenant, c'est quel est le bon modèle d'entreprise? Moi, je pense, vu de ma fenêtre, quel est le bon modèle d'entreprise pour attirer les gens? Parce qu'on a une activité qui fait sens, on parle de sens. Je pense que c'est pas en mettant des baby-foot ou des tables de ping-pong, même si c'est sympa d'en avoir, parce qu'on en a un, nous. Mais je pense que c'est pas ça qui attire les jeunes aujourd'hui. Donc il faut qu'on se remette en question profondément, parce que moi j'ai eu la chance de faire une carrière assez longue là, chez Dalkia. Ça fait 20 ans que je suis chez Dalkia, mais je commence à devenir un peu un extraterrestre à mon âge. Et les jeunes aujourd'hui, effectivement, ils font des sauts de puce et ils bossent plus pour des projets que pour des entreprises. On le voit un peu partout quand on discute. Moi j'ai des amis qui bossent dans la cosmétique ou autre, et on voit que les jeunes bossent pour des projets. Donc il y a peut-être un nouveau modèle d'entreprise aussi à trouver. Et il faut qu'on se questionne là-dessus en tout cas, parce que on peut pas rester dans ce constat de il y a du monde qui cherche du travail, il y a des entrepreneurs qui cherchent des employés pour faire le boulot, il y a des boulots passionnants aujourd'hui qui créent de l'emploi, qui génèrent de l'emploi, et il y a une équation qui est insoluble. Donc ça veut dire qu'on n'a peut-être pas le bon diagnostic. Merci de cette franchise. Voilà, on va travailler ensemble. Que tout le monde travaille ensemble à ça. Merci. Merci.